Fait que je t'invite à ce qu'on lance l'enregistrement toutes les deux. Ouais, c'est bon, moi j'ai lancé. Donc bonjour à tout le monde qui nous a déjà rejoint pour ce deuxième webinaire de notre deuxième série dans le cadre de notre mandat en partenariat avec la ville de Montréal. Alors, on va laisser tout le monde arriver pour les 5 premières minutes là. Pendant ce temps, on va en profiter pour commencer à se présenter. Donc, moi, c'est Alexandra Gâteau. Je suis chargée de projet pour les projets justement des CGD métropolitains. À la base, j'ai une formation en ressources humaines et puis je suis aujourd'hui avec ma collègue Laurine pour aussi se présenter. Donc, bonjour tout le monde, donc moi c'est Laurine Cretonnet, je suis également chargée de projet au Centre de gestion des déplacements métropolitains. Ma spécialité est plus les produits corporatifs et j'ai une formation plus axée sur les communications en règle générale. Ouais. Donc aujourd'hui, on va vous parler en fait de cette reprise économique en lien avec la mobilité durable et on va s'attarder plus précisément aux infrastructures et aux équipements. Alors, je ne sais pas si vous étiez déjà la partie pour les premiers webinaires, mais en tout cas, l'idée de cette deuxième série de webinaires, c'était d'axer ces webinaires-ci sur des thématiques du guide de mesure, de notre nouveau guide de mesure, qui en fait souhaite vous aider au niveau reprise économique et adaptation au Covid. Alors, c'est un peu pour vous donner des infos, pour démystifier l'adaptation de ces mesures-là avec les mesures imposées par la santé publique, et puis de vous donner aussi des idées, dans le fond, pour justement proposer des initiatives, pour mettre en place des nouveaux projets. Et un des aspects clés aussi de ce mandat avec la ville de Montréal, c'est de créer idéalement des cohortes. En fait, il y a plusieurs noms pour nommer ça, des cohortes ou des regroupements d'entreprises. À la base, idéalement, on aimerait que vous soyez proches géographiquement. Justement, l'idée, c'est de vous faire travailler sur vos enjeux communs en mobilité durable. Alors, par exemple, il y a des endroits dans la ville de Montréal où il y a moins de services au niveau du transport en commun. Alors, on voudrait vous accompagner dans ces défis-là. Puis, l'idée qu'on voudrait mettre en place, c'est une espèce de discussion collaborative sur les enjeux avec justement un ou deux experts des CGD qui sont experts justement dans la mobilité durable pour pouvoir vous guider, vous orienter pour quoi mettre en place pour ces enjeux-là. Puis, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une réflexion collective pour aussi, si après on veut encore avoir plus de poids, mettre en place d'autres actions, ben, avoir justement un gros poids au niveau des instances des transports. Alors ça, on vous en reparlera. Mais sachez que donc là, au niveau de la série, il va rester un dernier webinaire qui va porter sur les activités corporatives et la sensibilisation de vos employés à la mobilité durable, toujours avec cette teinte un peu Covid et puis comment s'adapter au contexte. Et en janvier, vous allez pouvoir intégrer les les séances collaboratives pour les cohortes. Alors nous, après tous ces webinaires de novembre-décembre, on va un petit peu organiser les données, ce que vous nous avez répondu dans les sondages pour ceux qui ont participé, puis ce que nous, on voit au niveau des enjeux qui ressortent et de la localisation géographique de vos organisations. Puis on va vous proposer, si vous êtes intéressé, si vous inscrivez, ben on va vous proposer de rejoindre une cohorte pour entamer cette démarche-là. Puis, bien sûr, vous allez être tenu au courant par courriel. C'est encore en élaboration. Puis, par contre, dès janvier, vous aurez accès à notre guide de mesure. Alors, Laurie, tout à l'heure, va vous présenter plus en détail justement ce que vous allez pouvoir retrouver dans le guide de mesure. Donc, vous verrez que ça, c'est du matériel vraiment pertinent.
Donc, on va passer à la prochaine slide. Alors, juste pour rappeler le déroulement du webinaire, donc bien sûr, on va voir seulement les vidéos des panélistes. C'est comme ça en mode webinaire. Votre micro va rester fermé. Si vous avez quoi que ce soit à communiquer ou des problèmes techniques ou des réponses à des questions qu'on pose, vous pouvez les mettre dans le chat. Vous pouvez aussi, vu qu'on est deux, on peut le faire, poser des questions pendant la présentation. Puis nous, on va tenter de répondre au meilleur moment avec le Q&A. Et à la fin, comme d'habitude, on aura une période de questions. Donc, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, si vous avez des questions par rapport au guide de mesure qui s'en vient, si vous avez des questions par rapport à la démarche d'accompagnement qui s'en vient en janvier, ça sera le moment. Donc, rapide plan de la présentation. Donc, d'abord, un rappel très rapide sur le mandat des CGD et plus particulièrement dans le cadre de ce partenariat. On va se mettre en contexte. Donc, c'est quoi les réalités, les enjeux actuels en mobilité durable et en mesure de contexte sanitaire. Infrastructure et équipement. Donc, vous vous êtes inscrit aujourd'hui, c'est quelque chose qui sûrement vous intéresse. Vous avez peut-être déjà une infrastructure, ou vous voulez justement améliorer, ou vous voulez tout simplement instaurer un programme comme ça. Vous allez avoir des réponses aujourd'hui sur transport actif en saison estivale, transport actif en hivernal et comment avoir une bonne localisation éco-responsable. Et finalement, on va vous faire un bref survol d'une autre catégorie du guide qui correspond à l'organisation du stationnement. Alors, on va toucher deux grandes catégories. Sachez qu'il y en a plusieurs dans le guide. Alors, ce mandat, comme je vous disais, c'est la ville de Montréal qui nous a mandaté pour accompagner les employeurs pour faciliter l'implantation de mesures à court terme qui vont encourager la mobilité durable de leurs employés, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Il y a cet aspect webinaire et il y a cet aspect guide de mesure qui va comprendre 22 fiches d'action adaptées au contexte sanitaire. Et on va aussi accompagner ça avec des fiches exemples en entreprise. Alors, par exemple, on va voir comment Desjardins a mis en place des infrastructures, comment d'autres entreprises que vous connaissez aussi travaillent avec ces projets-là. Donc, ça va peut-être vous donner aussi des idées. Et vous aurez aussi d'autres sections relatives à la démarche globale, au financement, etc. Alors, restez à l'affût, ça va être lancé en janvier 2021. C'est quoi rapidement nos objectifs et le territoire couvert? Donc, les objectifs, c'est d'offrir aux générateurs de déplacement une expertise conseil en transport durable. Et aussi, l'idée, c'est d'avoir des solutions pour encourager l'utilisation d'alternatives à l'auto-solo. Puis ça, c'est quelque chose qui malheureusement peut être exacerbé avec la situation qu'on vit. Laurine va vous en reparler justement, mais c'est là où nous, justement, on veut vous aider. Donc, on ne veut pas que le contexte fasse qu'il y ait encore plus d'auto-solo ou qu'il y ait des nouveaux autosolistes. Et au niveau du territoire, c'est large. Bien sûr, on couvre Montréal, mais il y a aussi d'autres régions québécoises qui sont couvertes par nos services ou par d'autres CGD. Donc, je vous invite à communiquer l'information à d'autres organisations si vous savez qu'il y a des besoins en mobilité durable. Alors, au niveau de la mobilité durable en entreprise et quand on y joint le contexte sanitaire actuel, c'est quoi dans le fond les réalités, les enjeux qui sont le plus ressortis, que nous on a observé ou que vous nous avez communiqué? Alors, c'est sûr que le contexte sanitaire, ça crée une nouvelle réalité et donc de nouveaux enjeux. Puis, il va y avoir différents aspects. Alors, par exemple, on a vu qu'il y avait dans certains cas, une crainte de la transmission de la COVID dans les transports en commun, les transports durables. Puis ça, c'est souvent lié à une appréhension qui s'est construite au cours du temps. Donc le personnel a peur de cette transmission-là, mais c'est assez non fondé parce que finalement, la STM, par exemple, et les organisations des transports se sont quand même vite adaptées. Puis, je vous invite aussi, c'est sûr que justement, c'est des croyances. Alors, c'est là où justement, je vous invite à aller chercher de l'information pour pouvoir démystifier ces croyances-là. On avait notamment parlé dans l'ancien webinaire
une récente émission de découverte. Donc là, il y avait pas mal d'informations. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui est ressorti et auquel vous pouvez déjà avoir des réponses. Puis ce qu'on a observé aussi, c'est que du coup, il pouvait y avoir une tendance à faire un transfert modal vers l'auto-solo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la base, l'employé, son mode de transport pour aller au travail, c'était par exemple le bus. Puis là, justement, en lien ou pas, mais souvent oui, en lien avec la peur de la transmission communautaire, ben, on va prendre l'auto pour aller au travail. Alors, c'est là où justement c'est intéressant d'avoir des connaissances puis des alternatives à proposer pour qu'on ne voit pas ce phénomène augmenter. Puis il y en a même qui sont devenus autosolistes avec la pandémie c'est ça, qui l'étaient pas. Ou alors les autosolistes, pardon, qui ont conservé leur mode. Donc tout ça, c'est les cibles pour nos webinaires. Donc du coup, s'il y a plus d'auto-solo, il va y avoir bien sûr plus de pression sur le stationnement. Déjà qu'on sait que généralement dans les villes, c'est vraiment important. Donc la réalité, ça revient. Alors on ne veut pas que ça revienne et on ne veut pas que ça empire. Puis donc c'est un peu aussi en prévision de ça. Si vous vous engagez dans une démarche avec nous, ben, dans le fond, vous allez pouvoir avoir un aspect prévisionnel pour des problèmes comme ça qui vont pouvoir émerger au printemps, peut-être s'il y a un peu plus de mouvement aussi. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir cette logique de prévision. Ben, c'est sûr que si on en vient plus à l'auto-solo, ben, on en vient plus à une mobilité carbonée. On va rester sur l'ancienne slide, s'il te plaît. On en vient plus à une mobilité carbonée, puis plus de mobilité carbonée, plus d'auto-solo, plus de GES. Donc finalement, on n'atteint pas notre cible. Les entreprises, elles deviennent finalement de moins en moins éco-responsables. Puis juste pour vous rappeler que 60% des gaz à effet de serre au Québec sont liés au transport routier. Donc c'est intéressant aussi de réaliser que c'est une bonne cible pour les gens qui veulent justement avoir des mesures positives pour l'environnement. Puis finalement, donc plus d'auto-solo, de nouveau plus de congestion routière. Donc plus de sédentarité aussi, moins de santé. Donc finalement, on voit que la pandémie, ben, ça ne fait pas que les problèmes de mobilité sont sur pause. Il faut quand même continuer à penser cette réalité-là. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant que vous soyez là aujourd'hui. Donc en fait, c'est ça. L'idée, c'est que nous, on essaye de le voir sur une note, donc de le voir comme une situation inédite pour repenser la mobilité de vos employés. Puis, c'est ça. Donc, peut-être avancer. Donc, profiter de cette période de changement pour ancrer des nouvelles habitudes. On sait qu'au niveau psychologique, on le dit, ça prend beaucoup de temps pour changer les habitudes, beaucoup de mois même. Ça part de 21 jours, mais ça peut aussi s'étendre sur une plus grande période. Fait que c'est vraiment un bon moment pour proposer des nouvelles solutions à vos employés. Puis, démanteler les fausses croyances, comme je vous disais tout à l'heure, en ayant les bonnes informations. Fait que je vais passer la parole à Laurine qui va justement vous donner des pistes de solutions sur les mesures. Merci beaucoup, Alexandra. Donc, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à la section infrastructure et équipement donc, du guide des mesures dont vous a parlé Alexandra et qui sera disponible dès janvier 2021. Petit rappel sur notre site internet www.cgd-métropolitain.com. Donc, c'est simple. Le transport actif, finalement, on va s'intéresser à tout ce qui touche le transport actif et donc, c'est vraiment un des modes de transport qui est vraiment favorable à la santé, que ce soit mentale ou physique des employés en règle générale. Et donc, on va vous présenter un peu quelles sont les infrastructures et équipements qui pourraient être favorables à ce mode de transport et pour pouvoir accompagner vos employés pour vraiment poursuivre les bonnes habitudes qu'ils ont déjà développées. Et sans compter qu'en plus, c'est un mode qui est favorable en fait à la rétention de vos employés. Donc, en plus d'améliorer leur bien-être, vous allez aussi pouvoir améliorer leur productivité et ils vont pouvoir être relativement satisfaits s'ils ont toutes les infrastructures nécessaires. Alors, pour commencer, donc ces infrastructures qui sont mises en place pour encourager le transport actif, elles
peuvent être mises en tout temps. Donc là, on va s'intéresser au transport actif, que ce soit en été comme en hiver, dans les deux premières sections de cette présentation. Et il y a donc plusieurs facteurs à prendre en compte et vous devez également respecter plusieurs consignes sanitaires pour mieux appréhender ce mode de transport parce qu'on est actuellement en période de COVID, on est toujours en période de COVID. Donc aussi, petit aparté, vous avez pu remarquer que 2020 est une année exceptionnelle, très favorable au transport actif. Il y a eu de nombreuses personnes qui ont décidé de s'équiper d'un vélo et qui étaient pas forcément familières avec ce mode de transport, par exemple, qui ont décidé d'acheter en début de la pandémie, donc au début de la crise sanitaire, du moins, on va dire au printemps. Il y a eu vraiment une ruée vers tous les vélocistes et donc il est très fortement envisageable finalement que ces personnes-là deviennent aussi des personnes converties qui réaliseront leurs déplacements futurs entre le domicile et le travail à vélo durant la belle saison et peut-être même pendant l'hiver. Donc, pour commencer, on va s'intéresser à la fiche qui s'appelle « Optimiser son site et ses locaux pour les besoins des cyclistes et des coureurs et coureuses ». Donc, cette fiche va surtout vous permettre de mieux comprendre quelles sont les différentes infrastructures qui pourraient être mises en place au sein de votre organisation, plus pour un mode de transport actif estival, même du printemps jusqu'à l'automne, on va dire. Donc, qui pratique le transport actif? Quand on parle de transport actif, on parle finalement d'effort physique. Donc, quand on marche, quand on fait du vélo ou quand on court, on fait un effort physique. Et donc, qui dit effort physique sous-entend qu'il peut y avoir un inconfort ressenti par les personnes qui se déplacent avec un de ces modes de déplacement entre le domicile et le travail. Donc, s'il y a un inconfort, c'est sûr que ces personnes-là, de toute façon, restent convaincues. Si elles utilisent ce mode de déplacement, c'est parce qu'elles apprécient il y a plusieurs points positifs qui est noté derrière ces modes de transport. Donc, généralement, ces personnes-là vont pas vraiment changer d'idée, vont vraiment poursuivre et utiliser toujours, par exemple, le vélo pour se rendre au travail. Mais ça reste quand même l'idéal s'il y a plusieurs infrastructures qui sont déjà présentes ou qui seront mises en place pour ces employés-là. Et ça permet aussi de les encourager, de réduire finalement l'auto-solo. Donc, quel genre d'infrastructure on peut penser? Donc, on peut penser à des douches qui peuvent favoriser l'hygiène. On peut penser à des casiers pour entreposer toutes les affaires, des supports à vélo pour être certain que nos affaires sont en sécurité. Et donc, pour que ce soit un succès, finalement, à mettre en place ce genre d'infrastructure-là, c'est important de nommer une personne qui sera responsable de la mise en place de ce projet. Donc, ça permet d'avoir vraiment un lien entre le projet et les employés qui se déplacent par le biais du transport actif. Donc, il faut aussi que le personnel ait accès de manière simple et en tout temps au stationnement et aux infrastructures. Le personnel doit être aussi informé. Idéalement, il faut mettre en place une signalétique, communiquer à la localisation et s'assurer surtout qu'il y a bien la présence de voies piétonnes et cyclables autour de l'organisation. Parce que par exemple, si vous vous trouvez en zone industrielle et qu'il n'y a pas du tout de trottoir ou de piste cyclable, ben, est-ce que c'est vraiment judicieux pour l'instant d'encourager le transport actif? Il y a aussi une réflexion à avoir derrière. Donc, c'est bien aussi d'analyser son secteur autant externe qu'interne. Donc, par exemple, Alexandra va vous partager une carte des voies cyclables du Grand Montréal en règle générale dans le chat. Ça, vous pourrez avoir un peu un aperçu de ce qui est déjà existant. Donc, bien sûr, il y a des recommandations sanitaires que l'employeur doit communiquer aux employés. Donc, il y a des espaces qui sont vraiment dédiés aux piétons. Les cyclistes doivent respecter impérativement ces espaces-là. Tout comme les automobilistes, surtout les automobilistes aussi, mais c'est vraiment important que piétons, cyclistes soient respectés dans leurs espaces respectifs. Si le personnel utilise des vélos en libre service, rappelez bien qu'il est important de se laver les mains avant et après usage.
d'utiliser même des lingettes pour désinfecter toutes les surfaces qui ont été touchées au préalable. Donc, que ce soit avant ou après, toujours, c'est vraiment l'idéal. On s'assure comme ça qu'il y a une diminution de la propagation du virus. Et aussi, incitez-les à utiliser les rues qui sont peu achalandées. Ça va favoriser la distanciation physique. Donc, je vais inviter aussi Alexandra à vous partager un autre lien sur comment rouler en temps de Covid et également soutenir la pratique d'activité physique en cette période de crise sanitaire. Donc, comme ça, vous pouvez Juste aller une plus loin. seconde. J'ai partagé les liens. Par contre, il y a Monsieur Bush qui dit à consulter où. Est-ce que vous pouvez préciser la question? Ça, c'est des liens Internet dans le fond. Et puis nous, dans la présentation, on va vous remettre aussi ces liens-là. Donc, ça va vraiment être des liens à cliquer. On va vous mettre des liens à cliquer comme ça tout au long de la présentation. Mais sachez que si ça vous intéresse, vous pourrez les retrouver dans la présentation PowerPoint. Tout à fait. Merci, Alexandra. Donc, quel est le processus d'implantation pour bien optimiser son site et ses locaux? Alors, il y a plusieurs étapes, on va les survoler brièvement et vous pourrez tout retrouver en détail donc, dans cette fiche du guide des mesures. Donc, généralement, on vous invite à évaluer les infrastructures qui sont déjà existantes, donc à savoir le nombre de supports à vélo, quel est le type, où ils sont localisés, est-ce qu'ils sont à l'intérieur, est-ce qu'ils sont à l'extérieur, est-ce qu'ils sont sécuritaires ou pas vraiment, est-ce qu'il y a un risque tout de même de vol de vélo, est-ce qu'il y a déjà des vestiaires, des casiers, nombre de vestiaires, etc., ou nombre de casiers. Donc, c'est vraiment important de faire une analyse de l'existant et ensuite d'aller rencontrer les employés pour connaître leurs besoins. Donc, idéalement, on va aller les consulter par le biais d'un sondage. Et donc, une fois que ces deux premières étapes ont été définies, il est intéressant de définir les futures infrastructures selon les besoins. Donc, à noter, il y a souvent un ratio à prendre en compte qui est un stationnement pour 40 employés et une douche pour 40 employés à peu près. Donc, c'est là où vous allez pouvoir savoir si vous voulez mettre en place des douches, si vous voulez mettre en place des nouveaux casiers à vélo, des casiers, je veux dire, ou des nouveaux supports à vélo. Est-ce que vous voulez mettre en place une borne de réparation ou un coffre à outils, par exemple, pour pouvoir accompagner vos employés vers le transport actif, enfin, en tout cas, les encourager à poursuivre leurs efforts. Juste peut-être une seconde, si c'est possible. Il y a Monsieur Bush qui me parle des liens encore. En fait, moi, je les ai mis dans le chat. Alors peut-être juste confirmez-moi que vous les voyez, parce que moi, je les vois dans le chat. Est-ce que vous voyez les liens que je vous ai mis au fur et à mesure? Et les liens ne sont pas... Oui, ils sont dans le chat. Ok, ça fonctionne. Ok, super, merci. C'est bon. C'est bon, désolée. Ok, il n'y a pas de problème. Alors ensuite, ce sera important d'élaborer un plan d'implantation selon ce qui aura été choisi. Donc, vous allez pouvoir aussi définir votre budget. Et selon votre budget, c'est à ce moment-là où, selon votre budget et le plan que vous aurez mis en place, c'est là où vous pourrez soit intervenir, avoir des démarches auprès de la ville ou de l'arrondissement ou même regrouper plusieurs organisations qui sont autour de vous pour pouvoir mettre en place les infrastructures. Donc, c'est là où les cohortes peuvent être très intéressantes également, surtout si vous souhaitez mettre en place plusieurs infrastructures. N'oubliez jamais, jamais de communiquer avec vos employés. C'est très important de toujours promouvoir tout ce qui est mis en place. Donc, travailler en collaboration avec l'équipe qui est aux communications, s'il y en a une qui est déjà existante. N'hésitez pas, il faut vraiment aussi mettre en place la signalétique, informer, donner toutes les informations nécessaires dans le manuel de l'employé. Et en bout de ligne, une fois que tout cela a été mis en place, vous faites le bilan pour voir qu'est-ce que vous pourriez bonifier, améliorer, modifier, etc. Donc, c'est vraiment une roue d'amélioration continue qui se met en place ensuite. Donc, finalement, le vélo ou
la marche à pied ou la course, ben, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le mental, c'est énergisant, c'est écologique, c'est économique. En fait, ça a beaucoup d'avantages. Donc, je vais maintenant laisser Alexandra vous diffuser un premier sondage. Oui, c'est ça, j'ai manqué d'en parler tout à l'heure, mais c'est un peu en lien avec ce que je disais au niveau de la constitution des cohortes, là, pour pouvoir bien orienter les groupes et que ça soit vraiment utile pour vous. On a dans le fond réalisé de nouveau des mini-sondages. Donc pour cette série de webinaires-là, en fait, on va juste, après chaque mesure, vous demander si c'est quelque chose qui vous touche au niveau de votre gestion et si vous seriez intéressé à participer justement à une discussion collaborative sur cette mesure-là ou si ça ne vous intéresse pas. Alors, je vais les faire afficher à l'écran. Je vous invite à répondre si vous pouvez. Pour répondre à Monsieur Bush, pendant que vous répondez au sondage, je voulais juste vous dire, Monsieur Bush, c'est normal qu'ils n'y soient pas tous dans le chat parce que je vais les mettre au fur et à mesure de la présentation que Laurine a fait. Mais par contre, vous, ce que je voulais dire, c'est que quand vous allez recevoir le PowerPoint, vous allez avoir tous les liens puisqu'il y aura toutes les catégories de mesures. Donc, c'est normal que pour l'instant, vous envoyez juste pas beaucoup. Donc finalement, cette question-là, c'était est-ce que la gestion du transport actif en saison estivale, j'ai précisé parce que la mesure d'après, c'est en saison hivernale, c'est un de vos enjeux actuels ou c'est un des enjeux dans le fond qui commence un petit peu à vous venir à l'esprit en tant qu'organisation pour vos employés. Donc en saison estivale, donc là, ça serait peut-être plus une démarche de préparation. Donc on se dit pour 2021, oui, c'est ça, vous allez recevoir le PowerPoint exactement avec les liens actifs, c'est exactement ça. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est un des enjeux que vous voyez assez prioritaire? Donc, on voit que quand même, oui, c'est quelque chose à laquelle vous commencez à penser. Donc, parfait. On voit que c'est pour 67% des personnes qui ont répondu. Donc, on va passer au deuxième. Est-ce que dans le fond, vous souhaitez en savoir davantage? Est-ce que vous souhaitez consulter le guide sur ce dont Laurine a parlé? Le guide et les fiches exemples. Alors, pour vous donner un petit en avance l'info, on a aussi des fiches exemples. Puis, justement, au niveau des infrastructures et équipements, on va faire une fiche exemple sur Desjardins qui a mis en place justement des infrastructures, des douches, des supports, des casiers. Donc, vous aurez non seulement la fiche de la mesure et la fiche sur Desjardins. Donc, on voit que 5 personnes ont dit oui, on aimerait en savoir davantage. Parfait. Puis, dernière question pour ce mode-là, dans cette saison-là. Donc, est-ce que vous souhaitez participer à cette réflexion collective avec d'autres organisations pour voir justement c'est quoi les barrières, c'est quoi les prochaines étapes, et puis avoir un petit peu d'expertise de notre part en parallèle. Une sorte de forum sur le sujet. Donc c'est plus partagé. Donc 33%, 33%, 33%. Donc parfait, merci d'avoir répondu. Ça nous donne aussi des indications pour pouvoir pour la suite. Donc maintenant, Laurine va passer à la seconde mesure. Alors, en effet, maintenant, on va s'intéresser à la fiche donc, qui s'intitule « Optimiser son site et ses locaux pour favoriser le transport actif en saison hivernale ». Donc, le vélo d'hiver est de plus en plus populaire et également la pratique du vélo d'hiver. Il y a de plus en plus de personnes qui se rendent au travail, que ce soit en marche ou
également en marchant ou en vélo, comme je viens de le mentionner, que ce soit été comme hiver. Peu importe la distance. Et on peut même dire que généralement, c'est 30 minutes, que ce soit en vélo, été comme hiver ou à pied, c'est 30 minutes reste une durée qui est quand même favorable au transport actif. Donc, comment finalement optimiser vos infrastructures en faveur du transport actif en hiver? Donc, on s'entend qu'en hiver, il s'avère primordial que les employés puissent entreposer leurs équipements en toute sécurité. Les équipements, les douches deviennent vraiment un incontournable et bien sûr les supports à vélo. Donc, pour que votre projet soit un succès, il est important que les employés aient accès à un stationnement interne. Il faut vraiment que ce soit couvert et que ce soit accessible depuis l'extérieur pour ne pas salir les bureaux ou les lieux communs et toujours communiquer à vos employés toutes les infrastructures qui sont déjà existantes et leur localisation et également les voies cyclables hivernales. Ce n'est pas toutes les voies qui sont forcément accessibles l'hiver. Et c'est également l'occasion d'organiser des conférences pour informer vos employés sur la pratique du vélo d'hiver ou du transport actif l'hiver. Vélo Québec donne vraiment des conférences qui sont très intéressantes. Donc, il y a également plusieurs facteurs de succès, hein, comme on les a. Elles sont très similaires à ce que je vous ai déjà mentionné. Hein, donc, ce que je vous ai déjà mentionné, je veux dire, pour le vélo d'été, c'est assez similaire pour le vélo d'hiver. Et il y a également donc, des mesures de sécuritaire, d'hygiène qui sont à prendre en compte. Étant donné que comme on parle de stationnement interne, il faut vraiment inviter vos employés à mettre le masque, de porter un masque dans les lieux où il y a plusieurs personnes qui circulent. Également dans les vestiaires. Donc, si vous avez une flotte de vélos disponible pour l'hiver, par exemple, invitez-les à toujours se laver les mains avant et après l'usage, à désinfecter toujours toutes les zones qui ont été touchées. Et placer aussi des produits de désinfection un peu à toutes les entrées et sorties du lieu. Donc, comme ça, au moins, vous vous assurez qu'il y aura toujours, vous serez assuré qu'il y aura toujours ce côté hygiène qui sera respecté. Et invitez toujours vos employés à privilégier les rues les moins achalandées. Donc, ça va favoriser la distanciation physique comme on l'a déjà dit précédemment. Donc, quelles sont les étapes? Hein? C'est assez similaire finalement à la pratique du transport actif estival. Sauf que là, je dirais que il y a quand même des choses qui sont vraiment à prendre en compte, d'autant plus que si on s'intéresse seulement au transport actif estival. C'est-à-dire que là, on va vraiment analyser si les infrastructures sont vraiment appropriées. Donc, on sait que l'hiver, on va parler de neige, de sel, donc de glace. Donc, c'est tous des aspects qui peuvent abîmer le vélo. Donc, on s'entend que le vélo, on ne veut pas le laisser à l'extérieur. On veut qu'il soit mis à l'intérieur. Donc là, on va vraiment, ou qu'il soit mis dans des stationnements qui sont protégés, donc couverts. Donc, c'est vraiment cet aspect-là qui est à prendre en compte. Donc, finalement, ça serait peut-être même plus intelligent et plus intéressant de commencer par penser à des infrastructures qui seraient 4 saisons plutôt que de mettre en place des infrastructures qui sont juste utilisables entre le printemps jusqu'à l'automne. Et aussi, il est important que vous connaissiez les besoins de vos employés, toujours savoir combien il y a d'employés qui se rendent au travail en vélo l'hiver et combien vous avez déjà de douches, de vestiaires, tout l'équipement qui est déjà mis en place, etc. Donc, il faut vraiment analyser tout ça. Exactement les mêmes étapes que ce que je vous ai expliqué précédemment. Et ensuite, vient le temps d'établir votre plan d'implantation. Donc, essayez de regarder si vous avez un budget. Si vous êtes locataire, faites des démarches auprès de votre gestionnaire immobilier ou votre gestionnaire de stationnement. Contactez la ville ou l'arrondissement et même profitez-en pour vous regrouper avec d'autres organisations. C'est vraiment l'occasion de mettre en place des cohortes pour aller plus loin et pour pouvoir installer les bonnes infrastructures. Et vous pouvez même en profiter pour mettre en place un comité vélo au sein même de votre organisation pour aller plus loin. Donc, le transport, excusez-moi,
Donc finalement, l'hiver, en fait, le transport actif l'hiver, ben, on n'y arrive pas forcément comme ça. Ça s'appréhende. Donc finalement, si on commence par d'autres modes de transport durables, on pourrait se diriger progressivement vers une démarche de transport actif en tout temps. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de mettre en place d'autres incitatifs qui pourraient être applicables sur d'autres modes de transport. Donc, on va maintenant passer à un sondage. Donc, merci pour la présentation. Donc, le sondage, c'est de nouveau même genre. Donc là, c'est votre intérêt pour la gestion du transport actif en saison hivernale. Donc, il reste une personne qui n'aurait pas encore voté. Est-ce que la gestion du transport actif en hiver, c'est quelque chose à laquelle vous pensez? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous voudriez avoir peut-être certains conseils par rapport à ça? Donc, on voit que près de 67% quand même, des répondants, vous êtes intéressés à en savoir plus. Donc, c'est vraiment intéressant. Maintenant, même genre de question, est-ce que vous voudriez consulter le guide, les fiches exemples et les fiches générales, sachant qu'on a aussi pu trouver une entreprise pour la fiche exemple pour les installations hivernales. Alors, sachez qu'il y aura aussi du matériel là-dessus, c'est une entreprise montréalaise. Donc, super, on voit que vous êtes intéressé à avoir un peu plus de matériel. Donc, en plus, ça serait du matériel qui serait gratuit. C'est quand même intéressant de le savoir. Donc, OK. Dernier sondage, est-ce que vous voudriez éventuellement vous engager dans une cohorte sur le transport actif en saison hivernale? Il reste une personne qui n'a pas voté. Est-ce que vous voudriez faire partie d'une cohorte, d'une réflexion collective avec un expert des CGD sur le transport actif en saison hivernale? Donc, 50% des gens seraient intéressés. Donc, c'est super, on va faire des suivis avec vous. Vous inquiétez pas, vous allez avoir des suivis par rapport à ce projet de 2021 pour les cohortes. Donc maintenant, Laurine va vous présenter une autre mesure qui est reliée à la localisation éco-responsable. Laurine, on ne t'entend pas. Excusez-moi, merci beaucoup. Donc, en effet, en plus de s'intéresser aux infrastructures et équipements, il est important de prioriser une bonne localisation éco-responsable. C'est quelque chose qui facilite l'accès au transport durable. Donc, qu'est-ce que la localisation éco-responsable finalement? Donc, c'est un lieu qui contribue à la prospérité de l'organisation. Par exemple, se rapprocher des clients potentiels ou des partenaires ou même des clients déjà existants et d'offrir à ses employés un deuxième milieu de vie. C'est aussi là où on va retrouver tous les modes de transport et toutes les infrastructures nécessaires généralement. Alors, quels sont les facteurs de succès? Être proche des commerces, des services de proximité, ainsi que tous les modes de transport durables. Ça, c'est vraiment un facteur c'est clairement un facteur indéniable à prendre en considération. Et aussi intégrer toutes les considérations environnementales et éthiques et faire une évaluation des adresses potentielles.
Donc, si vous faites vraiment tout ça, ben vous êtes enfin, si vraiment vous prenez en compte ces 3 facteurs, vous avez déjà bien commencé vos démarches. On vous invite aussi à consulter le site de Vivre en Ville qui pourra vous donner toutes les clés nécessaires concernant la localisation éco-responsable des bureaux. Et donc, petit rappel des consignes sanitaires à prendre en considération. Donc, n'oubliez pas, c'est 25% du nombre de personnes dans les bureaux, présentes dans les bureaux. Donc vraiment, ne soyez pas indulgents et ne négligez pas ce point-là, c'est très important pour pouvoir respecter au maximum les consignes sanitaires du gouvernement. Privilégiez des équipes stables, mettez en place toutes les infrastructures nécessaires, donc du plexiglas pardon, pour séparer les vélos, ou sinon vraiment faites séparer le plus possible les bureaux, mettez le plus d'espace possible entre les bureaux. Mettez en place aussi, par exemple, un calendrier de réservation. Donc, tout ça, c'est des petites choses qui peuvent vraiment être favorables pour limiter la transmission du virus. Et n'oubliez pas de fournir des désinfectants. Alors, à toutes les entrées, mettez des désinfectants en place et puis également des lingettes pour pouvoir nettoyer les espaces de bureau. Donc, c'était un petit rappel. Donc, comment finalement faire pour choisir un lieu éco-responsable quand on décide de trouver un nouveau lieu d'emploi, par exemple. Donc, voici nos petites recommandations. On vous invite à commencer par évaluer vos besoins et vos critères. Donc, quelle superficie de bureau est-ce que vous aimeriez occuper? Les coûts, où est-ce que vivent vos employés actuels et où vivent les employés que vous aimeriez recruter? Où se trouvent les clients potentiels, les clients actuels et vos partenaires et fournisseurs, par exemple. Donc, c'est vraiment des points qui sont vraiment importants, vraiment, quand vous faites votre analyse. Ensuite, vous pouvez commencer les démarches, donc aussi définissez le secteur. Est-ce que vous voulez être dans un secteur industriel ou plutôt au centre-ville? Est-ce que vous voulez être proche d'une rue commerçante? Et donc, ça aussi, c'est important parce que ça peut tout changer aussi dans votre recherche. Et là, commencez aussi à sonder vos employés. Documentez-vous sur les secteurs visés et si jamais, une fois que vous avez fait toutes vos recherches, vous devez rencontrer les décideurs, essayez de les sensibiliser et de les convaincre en leur apportant le plus d'informations possible. Donc, comme je vous ai dit, ça dépend toujours de votre organisation, de votre profil. Et pour terminer, faites l'évaluation, comparez tous les lieux que vous avez trouvés. Vous pouvez même être accompagné d'un courtier immobilier pour aller plus loin, qui pourra vraiment vous donner de belles pistes aussi dans votre recherche. Et n'oubliez pas d'analyser les coûts, les opportunités, parce qu'il y a aussi ces coûts de combien je pourrais gagner si je me rapproche de mes clients, finalement, que si je m'en éloigne. Donc, c'est vraiment des points importants à prendre en considération aussi. Et finalement, quand on pense à une localisation éco-responsable de bureau, on réduit ainsi son empreinte écologique qui est surtout liée au déplacement domicile-travail des employés. Donc, on va limiter vraiment leur déplacement et on va aussi leur offrir une nouvelle qualité de vie qui peut être très intéressante et changer aussi, le travail qui est effectué en interne. Donc, un nouveau sondage. Donc, on continue avec les sondages. Est-ce que la gestion de la localisation éco-responsable, c'est un de vos enjeux actuels? Donc, je vois qu'il y a 6 personnes qui ont voté. Je ne sais pas s'il y a une dernière personne qui peut répondre. Sinon, je vais mettre fin au sondage. Donc, on voit que non, c'est quelque chose, c'est pas à 83%, c'est pas la majorité. Il y a une réponse autre. Si vous voulez préciser, si vous pensez que ça peut être pertinent, vous pouvez toujours nous dire pourquoi vous avez répondu autre par rapport à la gestion de la localisation éco-responsable. Mais ça semble pas être un de vos enjeux actuels. Parfait. Donc,
on va quand même vous poser les autres questions. Est-ce que vous souhaitez quand même consulter le guide, en savoir davantage sur cette approche de localisation éco-responsable? Donc, il y a 5 personnes qui ont voté. Donc oui, vous êtes quand même pour la grande majorité intéressés à en savoir plus. Parfait. Puis notre dernière question habituelle, est-ce que vous souhaitez participer à une réflexion collective sur ce sujet? Ok, donc c'est 60% non. Il y a quand même des personnes qui seraient intéressées à réfléchir en groupe sur leur prochaine localisation ou sur leur localisation actuelle et les enjeux. Donc 40%, 60%. Je sais qu'on a eu, merci d'avoir répondu, ça fait plaisir parce qu'on va pouvoir mieux orienter les cohortes par la suite. Puis il y a une question, est-ce que tu as déjà répondu, Laurine? Parfait. Ok, parfait. Donc, on va continuer avec la dernière. En fait, c'est une nouvelle catégorie du guide, mais Laurine va vous la présenter généralement des mesures qui font partie de l'organisation du stationnement. Donc, oui, là, on va vraiment plutôt survoler cette section-là. Vous pourrez la consulter plus en détail dans le guide des mesures, donc dès janvier 2021. Donc, on vous enverra le lien pour vous informer quand tout sera en ligne. Donc, cette section s'appelle l'organisation du stationnement. Et donc, vous y trouverez 5 fiches reliées à ce thème. Et donc, finalement, pourquoi on vous en parle? C'est parce que le transport actif, donc les infrastructures qui sont dédiées au transport actif, doivent être aussi prises en compte quand on pense à une réorganisation du stationnement. C'est pour ça qu'on a décidé de vous en parler un petit peu. Et donc, un stationnement, quand on parle d'organisation de stationnement, on va s'intéresser plus en détail aux covoitureurs, à l'autopartage, aux bornes électriques, etc. Et aussi aux infrastructures donc, dédiées au transport actif. Donc, il faut toujours penser aux usagers et usagères du transport durable et aussi vous rappeler, petit rappel, qu'il n'y aura plus de véhicules thermiques, donc véhicules à essence, en vente au Québec à compter de 2035. Alors, c'est pour ça que aussi c'est intéressant de commencer à penser à réorganiser son stationnement. Quelques consignes sanitaires à rappeler. Donc, n'oubliez pas de rappeler qu'il est important de pratiquer la distanciation physique dans le stationnement et dans les allées piétonnes. Assurez-vous vraiment que les zones dédiées aux piétons sont respectées, qu'il y a des infrastructures pour les vélos et qu'elles sont bien respectées et qu'il n'y a pas d'endommagement. Donc, on ne va pas trouver, par exemple, un véhicule stationné sur une allée piétonne. Ça, vraiment, les piétons doivent avoir leur espace tout autant que les cyclistes, comme les véhicules, finalement, ont leur espace. Mettez en place à l'entrée de vos bureaux donc des produits de désinfection. On ne va pas cesser de le répéter, vraiment, c'est important. Nettoyez tous les équipements communs de manière fréquente. Rappelez toujours qu'il faut bien se laver les mains avant et après usage. Donc, par exemple, s'il y a des bornes électriques sur le stationnement, vraiment, invitez vos employés à se laver les mains. Et également, c'est la même chose si vous avez des véhicules en libre service, donc se laver les mains, nettoyer le véhicule à l'aide de lingettes désinfectantes. Toutes les surfaces qui peuvent être touchées, on les nettoie et aussi l'entreprise doit aussi nettoyer scrupuleusement et assez fréquemment toutes ces zones et toutes ces infrastructures qui sont finalement disponibles à plusieurs personnes. Et si vous avez au sein de votre organisation plusieurs employés qui pratiquent le covoiturage, incitez-les à réduire le nombre de personnes dans le véhicule pendant la période, tant que la situation n'est pas réglée. Vraiment limiter le nombre de personnes dans une auto. Et si jamais, qu'ils portent le masque aussi et nettoyer toujours les surfaces du véhicule.
Donc, voici quelques mesures en fait liées à l'organisation du stationnement. Donc, comme on vous l'a dit, on vous présente rapidement toutes ces mesures, mais vous pourrez vraiment aller plus loin dès janvier. Et aussi, on est là pour répondre à vos questions. Si vous voulez nous envoyer des courriels, on pourra vous répondre sans problème. Donc, finalement, on parle ici aujourd'hui de tout ce qui est lié au transport actif. Donc, on va commencer avec cette mesure-là. Et donc, pour favoriser le transport actif, ben, ça serait, par exemple, aménager des corridors actifs sur le stationnement afin de répondre aux besoins des piétons et des piétonnes. Et pour les cyclistes, ben, mettre en place des stationnements pour les vélos ou un abri vélo, etc. Donc, ça, c'est vraiment des mesures qui peuvent vous amener à repenser l'organisation de votre stationnement. Vous allez aussi vous assurer de l'efficacité des déplacements, le confort et la sécurité des piétons et des cyclistes. Et toujours penser les deux, mais pas les uns aux dépens des autres. Il faut toujours penser tous les différents profils avant de mettre en place des actions. Si vous avez des covoitureurs, par exemple, ben, il y a des employés qui n'ont pas le choix, par exemple, que d'utiliser un véhicule pour se déplacer. Parfois, ils vivent trop loin. Parfois, le temps en transport collectif est bien trop long. Donc, eux, ils n'ont pas le choix. Mais par contre, il arrive que des employés s'arrangent entre eux et qu'ils partagent le chemin pour se rendre au bureau. Donc, s'ils vivent dans un même coin ou si une personne est sur le même trajet qu'une autre personne, ça les amène à partager et donc à diminuer les coûts et en même temps, ben, le trajet devient plus agréable. Donc, l'employeur peut encourager cette pratique-là, par exemple, en dédiant des places de stationnement aux covoitureurs. Donc, les belles places de stationnement, celles que tout le monde veut, ben, par exemple, elles pourraient être offertes aux covoitureurs ou sinon définir un coût qui est vraiment moindre pour toutes les personnes qui font du stationnement versus les personnes qui viennent en auto solo. Il y a aussi une autre mesure, donc c'est l'autopartage. Alors, par exemple, vous pouvez très bien décider de mettre en place une station communauto, par exemple, sur le stationnement. Alors là, ça peut être un revenu monétaire, parce que communauto loue les stationnements pour mettre en place plusieurs véhicules sur un stationnement, ce qui peut être très intéressant pour une organisation. Et en plus de ça, par contre, quand Communauto met en place une station sur un stationnement privé ou d'entreprise, ça assure quand même qu'il y a d'autres stations à proximité. Donc, il y a quand même une analyse qui est faite au préalable. Ça ne se fait pas automatiquement, mais ça peut être intéressant si le secteur dans lequel se situe l'organisation a vraiment plusieurs déjà stations qui sont assez proches. Donc, avoir une station communauto peut encourager également les employés à diminuer l'usage de l'autosolo, surtout si c'est accompagné, par exemple, d'un compte corporatif communauto. Donc, au moins, on diminue, comme je vous dis, la pression sur le stationnement. Et en même temps, ça demande une réorganisation du stationnement parce que c'est pareil, on va essayer d'attribuer les places qui sont les plus intéressantes et il y a aussi d'autres facteurs qui doivent être pris en compte comme le déneigement l'hiver ou etc. Par contre, Communauto s'occupe de la signalétique. Donc, il y a quand même un aspect très intéressant à avoir une station Communauto quand c'est possible. Et les deux autres mesures, donc c'est mettre en place des bornes électriques. Donc, comme je vous l'ai mentionné, d'ici 2035, il n'y aura plus... Enfin, 2035, c'est la dernière année où on pourra se procurer un véhicule thermique. Et puis après, c'est fini. Il n'y en aura plus en vente au Québec. Donc, comme ça devient aussi de plus en plus populaire, il peut être intéressant de commencer à envisager à mettre en place des bornes électriques sur son stationnement. Donc, là aussi, ça redemande une organisation, ça demande de prendre en compte plusieurs aspects pour pouvoir faire cette installation-là. Et donc, sonder vos employés pour connaître si parmi eux, il y a plusieurs employés qui se déplacent en véhicule électrique. Et donc, la dernière mesure que vous pourrez consulter dans cette
dans cette partie qui est organisation du stationnement, c'est de mettre en place une politique d'attribution et de tarification du stationnement. Alors, ça paraît un peu radical, mais ça permet de diminuer le trafic et les nuisances. Donc, vous verrez un report modèle qui est vraiment efficace vers les modes de transport plus durables. Parce qu'étant donné que plus on augmente le prix de stationnement, les personnes vont se rendre compte que finalement le transport durable, donc transport collectif ou transport actif, devient vraiment plus avantageux et moins onéreux. Donc ça peut être aussi une manière de revoir son stationnement. Donc, on passe à un dernier sondage avant la phase de questions. On avait une petite question, je ne sais pas si... Monsieur Pivers qui disait qu'il avait la difficulté à avoir le lien entre le besoin en stationnement et l'arrêt des ventes de véhicules à moteur thermique. On ne parle pas vraiment de besoin en stationnement, on parle de réorganisation de stationnement. Donc, en fait, moi, je faisais le lien entre la fin des véhicules thermiques pour dire aussi que mettre en place des bornes électriques peut être pertinent sur un stationnement. Ça peut, étant donné qu'il nous reste 15 ans, 15 ans, c'est long, mais c'est court aussi. Donc, ça peut être le bon moment de penser à réorganiser son stationnement en se questionnant à savoir est-ce que je veux mettre ou non des bornes électriques? Est-ce que ça va être intéressant d'en installer ou non? Et où est-ce que je les remettrai? Donc, c'est pour ça que là, on fait le lien entre les véhicules thermiques qui ne seront plus en vente à partir de 2035. Donc, il ne faut pas l'oublier aussi, ce point-là. C'est pour ça que je tenais à le rappeler. Et donc, on a une deuxième question. Oui, ça sera encore permis d'ici là, mais le dernier véhicule qui sera en vente sera en 2035. Après 2035, il n'y aura plus de véhicules en vente. Voilà. Pour être plus clair sur tout ce qui est véhicule thermique. Parfait. Donc, merci pour les réponses. Donc, de nouveau, un dernier petit sondage sur donc cette idée de l'organisation du stationnement et les mesures dont Laurine nous a parlé. Est-ce que c'est quelque chose qui est un enjeu pour vous ou pas? Alors, donc là, c'est la grande catégorie au total. Est-ce que c'est un de vos enjeux? Donc, il y a une personne qui n'a pas encore répondu. Je ne sais pas si vous voulez le faire ou pas. Donc, 50% des organisations qui sont présentes aujourd'hui disent que oui, elles aimeraient repenser l'organisation du stationnement. Donc, là, je vous demandais plus sur quelles mesures plus spécifiquement vous seriez intéressé à en savoir plus, alors que ce soit avec le guide ou avec une consultation avec des experts. Donc, est-ce que c'est plus le transport actif et l'organisation du stationnement, l'autopartage, le covoiturage, donc toutes ces mesures orientées stationnement dont Laurine vous a parlé. Donc, vous êtes surtout intéressé à savoir comment aménager le stationnement pour favoriser le transport actif. Et vous êtes aussi intéressé à savoir comment un petit peu adapter la politique des places de stationnement pour peut-être, comme Maureen le disait, encourager des modes plus durables. Alors, est-ce qu'en janvier, vous seriez intéressé à rejoindre un groupe de travail sur l'organisation du stationnement?
Donc, on voit, il y a quand même la moitié d'entre vous qui seraient intéressés. Donc, parfait, on va en prendre bonne note. Il y en a qui sont encore en train d'y réfléchir. Donc, ça faisait le tour au niveau des sondages. Donc là, c'était pour vous rappeler un petit peu au niveau du guide de mesure. Donc, comme on vous a dit, ça va être disponible dès janvier 2021. Vous allez le trouver sur notre site web et vous allez être mis au courant via l'infolettre. Comme on disait tout à l'heure, dans la présentation PowerPoint, tout ce qui est en bleu, ça va être des liens hypertextes sur lesquels vous allez pouvoir cliquer, que ce soit les informations sur toutes les mesures avec les sites web ou que ce soit l'inscription à l'infolettre. Vous aurez juste à cliquer pour vous inscrire et avoir la suite des informations pour l'accompagnement. Mais sachez qu'aussi, nous, on fait des suivis avec toutes les personnes qui s'inscrivent au webinaire. Le prochain webinaire sur des thématiques comme ça en mobilité durable, ça sera la semaine prochaine, le 16 décembre, de 11h à 13h. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur comment favoriser les activités corporatives et la sensibilisation à la mobilité durable auprès de vos employés en temps de Covid, vous pouvez nous rejoindre et vous inscrire. Et puis finalement, vous allez recevoir un court sondage comme d'habitude pour savoir c'est quoi votre impression sur le webinaire d'aujourd'hui, qu'est-ce qui aurait pu être fait de différent pour être amélioré. Donc, merci à ceux qui doivent quand même s'en aller rapidement. Mais sachez que là, on avait une slide question. Peut-être tu pourrais nous mettre la slide question. Et on avait déjà une question de Marie-Joëlle Chrétien qui nous demandait si sur les fiches ou dans le guide, il y aura des exemples inspirants en images d'organisations québécoises avec stationnement, avec corridor actif ou avec installation pour vélo 4 saisons. On s'entend pas. Oui, excuse-moi. Je sais pas, Victoria, excuse-moi. Alexandra, peut-être tu veux en dire plus sur les oui, on a. En fait, je vous dirais que les images, c'est sûr que comme d'habitude, on va essayer de faire notre maximum pour que ça soit beau et instructif. Après, pour être très honnête, on va surtout miser sur le contenu, dans le sens où dans la fiche en tant que telle, il va y avoir le début de la fiche va justement avoir une représentation avec des icônes, avec les adaptations sanitaires, les facteurs de succès comme Laurine vous parlait. Et après, un petit peu, dans ça, les fiches exemples, il va y avoir juste une page, pardon. Donc, une image, les icônes et les exemples de l'entreprise. C'est moins axé sur les images. Et puis, au niveau des fiches descriptives, c'est plus aussi le processus d'implantation de la mesure. Après, si vous pensez que c'est quelque chose d'important, je peux en parler à mon équipe. On peut aussi voir des adaptations. Mais pour l'instant, en fait, l'idée de cette fiche exemple, c'était plus de vous donner les conseils de l'employeur, c'est quoi les défis que l'employeur a rencontrés pour mettre en place cette mesure, où est-ce qu'il en est rendu maintenant, comment il a fait l'adaptation sanitaire, quels ont été les coûts et le temps de réalisation. Donc, c'était plus ça, mais je pourrais toujours en parler avec mon équipe au niveau des images. Merci à vous. N'hésitez pas à lever la main. On peut aussi ouvrir les micros si vous souhaitez prendre la parole pour aller plus vite. Donc, au niveau des fiches exemples, il va y avoir un petit peu moins de fiches exemples que les fiches descriptives, mais on vise quand même 15 fiches exemples et 22 fiches pour les descriptions générales avec le processus d'implantation. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions par rapport à ce dont on a parlé aujourd'hui ou par rapport aux cohortes en 2021, ou est-ce que ça faisait pas mal le tour avec la présentation?
Donc, tant mieux si vous trouvez ça intéressant. C'était aussi pour vous donner le goût de vous engager pour un projet aussi par la suite. Puis vous renseigner un petit peu, vous donner une idée de finalement, vous, ça serait quoi qui vous correspondrait. Merci également, Monsieur Peavers, et à tout le monde aussi qui était présent. Donc, au plaisir de vous compter parmi nous dès janvier également. Donc, n'oubliez pas aussi le dernier webinaire de la semaine prochaine avant les vacances pour pouvoir vous inscrire, donc avant le temps des fêtes. Et donc, si on ne vous revoit pas, on vous souhaite un beau temps des fêtes à tous. Bon, je pense qu'on on va clôturer ce webinaire sur les infrastructures. Et donc, on vous dit à la semaine prochaine pour ceux qui seront avec nous. Donc, merci, bonne journée. Bonne journée à vous.